très rapidement présenter Christian Chevandier. C'est une figure importante parmi les chercheurs en histoire sociale. Il a travaillé sur pas mal de services publics, sur les services publics et l'État, en particulier dans les domaines de la santé, de la police, des chemins de fer, c'est très varié, et même des pompes funèbres. Je dirais qu'il y a quand même une spécificité dans son travail, c'est l'intérêt qu'il porte aux acteurs des services publics. Donc, les hospitaliers, les infirmiers, je pense qu'on en aura des marques aujourd'hui. Je rappelle très vite que les deux premières séances ont porté sur des questions générales, sur les services publics, les choix éventuels qui existent, en particulier au niveau européen, et celle de la dernière fois sur la description et l'organisation, en particulier, parmi autres choses, des services relatifs au logement. Donc aujourd'hui, on a voulu donner la parole à Christian sur l'hôpital. Merci pour cette invitation de me permettre de revenir sur les travaux, les recherches que j'ai faites sur l'histoire notamment du personnel hospitalier, mais plus largement l'histoire de la société française, notamment au XXe siècle. Alors, à propos de l'histoire de l'hôpital, et avant de voir dans un troisième temps le personnel hospitalier, ou en tout cas tous les acteurs, parce que pourquoi on va parler aussi de nous tous, nous sommes doublement, tous autant que nous sommes, des acteurs du monde de la santé en France, parce que nous travaillons donc que nous cotisons, et puis aussi parce que ces cotisations parfois nous permettent d'avoir des soins. Et donc, en tant que patient, nous sommes aussi des acteurs de ce système de santé. Alors, je vais d'abord présenter très vite, mais quand même parce que présenter très rapidement le contexte démographique dans lequel se situe l'histoire de l'hôpital, l'histoire de la santé en France au XXe siècle, mais aussi l'histoire de l'hôpital je vous montrerai un petit peu en amont, parce qu'il y a des permanences qui sont bien plus anciennes. Première chose que je veux faire remarquer, c'est cette évolution qui est quand même une évolution considérable. Alors là, on n'a que le dernier demi-siècle, mais sinon, on remonte jusqu'à 1900. On avait une espérance de vie à la naissance de 43 ans et demi pour les hommes et 49 ans pour les femmes. 30 ans après, c'est passé à 54 ans et demi, c'est-à-dire 50 plus pardon, 10 ans de plus. C'est tellement important, 10 ans de plus, en petit peu de temps que j'ai tendance à réduire 10 ans de plus en passant à 54 ans et demi d'espérance de vie pour les femmes en 1930 et 59 ans pour les hommes. Et puis ça continue. En 1950, 63 ans pour les femmes, 69 ans pour les hommes. En 70, 69 ans et 76 ans. En 2000, 75 ans et 82 ans et demi. Et aujourd'hui, enfin l'année dernière, la progression continue, puisqu'on en est à 79 ans et demi, enfin pratiquement 80 ans pour les hommes et pratiquement 86 ans pour les femmes. Donc on a une progression qui est énorme. Et il est évident que le système de santé et plus ponctuellement l'hôpital s'inscrivent dans cette évolution. Ce que je disais tout à l'heure sur les acteurs, sur les patients en tant qu'acteurs, les patients sont de plus en plus âgés. Alors, cela ne signifie pas que tout le monde a une espérance de vie. Chacun d'entre nous va vivre exactement le même temps. D'abord, ce sont des statistiques.
elles existent et elles sont construites de manière rigoureuse. Hein, c'est les statistiques des instituts nationaux. L'espérance de vie, alors, par profession, hein, par métier, elle est calculée à partir de 35 ans. Hein, on va bosser sur des gens qui ont un métier à l'âge de 5 ans. Donc c'est calculé à partir de 35 ans. Et aujourd'hui, l'espérance de vie à 35 ans, hein, c'est-à-dire le temps qu'on peut, quand c'est vite, lorsque l'on a 35 ans, elle est pour les hommes de 43 ans et 49 ans pour les femmes. Là où l'on a justement des éléments qui sont intéressants, c'est quand on regarde par catégorie professionnelle. Et toujours à 35 ans, donc, le code supérieur masculin a une espérance de vie de 46 ans et demi, et l'ouvrier d'un peu moins de 41 ans. La corde supérieure féminine a une espérance de vie de pratiquement 51 ans, et l'ouvrière de 48 ans et demi, à peu près. On remarque d'ailleurs que l'ouvrière a 2 ans d'espérance de vie plus que les hommes. Pourquoi est-ce que je vous projette cette photographie? Une photographie extrêmement touchante. Elle a été prise en 1951 à Lens, hein, dans un coron de Lens. C'est un mineur qui a, je crois, une quarantaine d'années et qui est touché par la silicose, hein, c'est une maladie c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte quand on réfléchit à la santé, c'est que il y a chacun, enfin il n'y a pas d'égalité, hein, selon les classes sociales, les groupes sociaux, face à la santé. Si je peux me permettre, ce serait la seule page de publicité. Il y a une exposition Willy Ronis, c'est une photographie de Willy Ronis, actuellement au Carré Baudouin, dans le 20e arrondissement, à l'angle du boulevard Montant et de la rue des Pyrénées. Elle dure jusqu'au 2 janvier. C'est il y a une série de chefs-d'œuvre de Willy Ronis. Alors, l'espérance de vie est aussi différente en fonction des lieux dans lesquels on habite. Et alors, pour 2017, hein, je vous avais dit 80 ans pour les hommes et 85 ans et demi pour les femmes. Si on habite à Paris et qu'on a un homme, c'est un peu plus de 81 ans, un peu plus de 86 ans si on a une femme. Donc on voit qu'on est au-dessus de la moyenne. C'est valable pour toute la région. Alors, les Hauts-de-Seine, les hommes des Hauts-de-Seine vivent un petit peu plus vieux que ceux de Paris. Les femmes, c'est à peu près la même chose. Mais même en Seine-Saint-Denis, hein, l'espérance de vie est un petit peu, pour les hommes, un peu supérieure à ce qu'elle est au niveau national. En revanche, dans certains départements, au contraire, elle est très basse. Comparons à Paris, je vous ai dit Paris 81 ans, 86 ans. Dans la Nièvre, on est à 77 ans, 84 ans. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une différence là qui est significative. Dans l'Aisne ou dans le Nord, c'est pour pire, 76 ans et demi dans l'Aisne, moins de 77 ans dans le Nord. En fait, je vous dis ça parce que quand j'ai préparé ma conférence, on est en plein mouvement dit des Gilets jaunes, et je suis aperçu qu'en fait la carte de France, la carte de l'implantation des Gilets jaunes correspond un petit peu, largement, à celle justement d'une espérance de vie relativement basse. Voilà, on est vraiment
une progression qui est quand même générale, mais une progression qui continue à présenter un certain nombre de traits d'inégalité. Pensons aussi, quand on revient, vous savez, quand on nous a parlé des retraites, on a beaucoup parlé ces dernières années, et parmi les critiques qui étaient faites aux organisations syndicales, c'est de dire, oui, aujourd'hui, les organisations syndicales, elles se battent pour les retraites, mais en 1910, lorsqu'il a été question des premières retraites, elles n'étaient pas favorables à ces retraites. En fait, les organisations syndicales, et surtout la CGT, qui était pratiquement la seule à l'époque, étaient opposées au à un système de cotisation dont les gens ne profitaient qu'à un moment, enfin que 20 ans après la fin de leur espérance de vie. On parlait à ce moment-là de la retraite pour les morts. Je vous rappelle, 1900, l'espérance de vie des hommes était de 43 ans. Donc il y a aussi ce genre de choses à prendre en compte. Alors, ces progrès de la santé, ces progrès de la vie, on vit plus longtemps, on vit en meilleure santé plus longtemps. Non seulement on a rajouté des années à la vie, mais on a rajouté de la vie aux années. Ces progrès-là, il y a un certain nombre d'éléments qui permettent de les comprendre. Alors à la fois, des éléments qui renvoient tout simplement à nos conditions de vie quotidienne, un travail qui est de moins en moins éprouvant. Aujourd'hui, plus personne à cet âge-là, à l'âge de ce monsieur, ont cet aspect. Il y a aussi moins de pollution, beaucoup plus, on mange beaucoup plus sainement, il y a tout un tas de maladies qui ont pratiquement disparu. Il y a eu d'autres maladies qui ont disparu du fait notamment de la prévention, de la vaccination. À l'époque où ce monsieur était encore vivant, il y avait beaucoup d'enfants qui naissaient et qui avaient la polio. Je me rappelle avoir grandi avec des gamins dans mon école qui avaient la polio. C'est quelque chose qui n'existe pratiquement plus en France. Alors, tout cela, bien ça a un coût. Ça a un coût, ça a un prix. Et c'est ce que je vais voir maintenant, rapidement, c'est les questions du financement. Et alors, eh bien, ce financement, on le doit à un organisme qui s'appelle la Sécurité sociale, qui fait partie de ces réformes du lendemain de la guerre, de ces réformes de la période de la libération. Voilà, je vous lis l'ordonnance qui institue la Sécurité sociale, c'est l'ordonnance du 6 octobre 1946. Donc, cette ordonnance dit, dans son article 1er, il est institué une organisation de la sécurité sociale destinée à garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain à couvrir les charges de maternité et les charges de famille qu'ils supportent. Alors, plus largement, cela correspond à un état d'esprit qui était vraiment celui qui était assez généralisé à la libération. Là, je vais vous lire un texte. Je vais vous lire un texte qui n'est pas passé dans la loi, mais qui avait été lu comme déclaration préliminaire par le ministre de la Santé au moment où l'ordonnance avait été présentée devant l'Assemblée consultative. Donc ce ministre, Alexandre Parodi, je vous lis ce qu'il disait, ce qu'il a dit devant l'Assemblée consultative. Tous les pays du monde, dans les noms de fraternité et de rapprochement des classes qui marquent la fin de la guerre, s'efforcent de constituer au profit des travailleurs, et même parfois de l'ensemble de leur population,
un système de sécurité sociale. Là, tous les pays du monde, en effet, c'est une dynamique assez généralisée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, voyons quand même ce qu'il précise, au profit des travailleurs et même parfois de l'ensemble de leur population, un système de sécurité sociale. Les travailleurs ou l'ensemble de la population, je reviendrai là-dessus dans quelques instants justement sur les modèles, mais on voit que vraiment là, c'est une démarche qui se situe dans une dynamique qui est une dynamique mondiale. La France, dans la mesure de ses possibilités et compte tenu des conditions économiques qui lui sont propres, doit elle aussi élaborer un tel système. Alors, les conditions économiques qui lui sont propres, je ne vais pas les développer ici, mais on est après la guerre, avec un recul, avec un système productif qui a vécu la guerre, qui a vécu les pillages, qui a vécu les pillages par l'Allemagne, qui a pu emporter une partie du matériel productif outre-Rhin, les bombardements aussi, donc avec une production qui était relativement basse, et aussi, on est en 1946, aussi pour l'ensemble de la population, une période de restriction, de pénurie alimentaire. Je rappelle les tickets de rationnement n'ont disparu en 1949. Depuis plusieurs mois, les administrations compétentes en étudient la réalisation. La présente ordonnance est le premier résultat de leurs travaux. Là, on voit aussi, il explique en effet que l'administration, les administrations se sont mobilisées. Il présente ça devant les parlementaires. Donc la présente ordonnance est le premier résultat de leurs travaux. Elle tend à fixer le cadre d'une organisation dans laquelle s'inscriront ensuite les différents éléments du plan de sécurité sociale. Et après, il précise, la sécurité sociale est la garantie donnée à chacun en toutes circonstances. Il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes, trouvant sa justification dans un souci élémentaire de justice sociale. Et je souligne, elle répond à la préoccupation de débarrasser les travailleurs de l'incertitude du lendemain, de cette incertitude constante qui crée chez eux un sentiment d'infériorité et qui est la base réelle et profonde de la distinction des classes entre les possédants sur d'eux-mêmes et de leur avenir, et les travailleurs sur qui pèse à tout moment la menace de la misère. Envisagée sous cet angle, la sécurité sociale appelle l'aménagement d'une vaste organisation nationale d'entraide obligatoire qui ne peut atteindre sa pleine efficacité que si elle présente un caractère de très grande généralité, à la fois quant aux personnes qu'elle englobe et quant aux risques qu'elle couvre. Le but final à atteindre est la réalisation d'un plan qui couvre l'ensemble de la population du pays contre l'ensemble des facteurs d'insécurité. Un tel résultat ne s'obtiendra qu'au prix de longues années d'efforts persévérants. Mais ce qu'il est possible de faire aujourd'hui, c'est d'organiser le cadre dans lequel elle se réalisera, progressivement ce plan. Voilà, le discours donc de ce ministre, Alexandre Tardy, qui est un ministre gaulliste. Alors, ce plan, ou en tout cas cette volonté d'assurer une sécurité à la plus grande partie de la population, et notamment aux travailleurs pauvres, ce n'est pas nouveau. Toute la législation sociale depuis le début de la Troisième République, et puis même en partie un petit peu depuis le Second Empire, la fin du Second Empire, allait dans ce sens. Et je pense notamment aux deux lois de 1928 et 1930, en entre-deux-guerres, qui prévoyaient des caisses d'assurance maladie. Ces caisses sont unifiées par l'ordonnance d'octobre. Il y avait aussi des régimes pionniers. Alors, on parle de régimes spéciaux, moi je préfère utiliser le terme de régime pionnier parce que
ce sont des régimes qui préexistaient. Hein, aussi bien pour les retraites que, dans ce cas-là, pour l'assurance maladie. Alors, ces régimes pionniers, ce sont ceux des mineurs, notamment des cheminots, ceux des marins aussi, vous voyez, toutes des professions extrêmement dangereuses. Hein. Alors, il a été question dans un premier temps, hein, c'est ce que disait Parodi, de les rassembler dans une caisse unifiée. Et il y a eu des discussions avec des représentants des différentes organisations professionnelles afin justement de préparer cette unification. Avec une forte opposition, notamment de ceux qu'on appelle les indépendants, hein, le petit patronat, ces professions dites indépendantes, qui en fait étaient surtout opposés au fait de devoir cotiser. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que, au bout d'un moment, du fait justement qu'il était impossible de mettre tout le monde d'accord, il y a eu un certain nombre de caisses différentes. Hein, les caisses des indépendants ne sont pas les mêmes que celles des salariés, hein, le régime général des salariés, et on sait que ça continue à poser des problèmes hein, avec le RSI. Le RSI. Et encore, hein, nous ne sommes plus dans la situation absolument catastrophique qu'on a pu constater 20-30 ans après l'instauration de la sécurité sociale, où beaucoup de femmes, d'artisans ou de commerçants qui avaient travaillé avec leur mari, mais qui n'avaient pas cotisé, étaient véritablement vivaient dans la misère. Là, disons que cette question de la misère en rapport avec la vieillesse, c'est une page qui a été tournée dans les années 1980, j'ai dit dans les années 1980,1, mais je pourrais dire aussi 1981. Là, c'était les réformes de la gauche quand elle est arrivée au pouvoir en 80. Ce signifie qu'aujourd'hui, quand on nous explique que les jeunes il y a de plus en plus de jeunes qui sont pauvres, en fait, c'est plus compliqué que cela. Ça veut dire qu'on a un seuil de pauvreté, ce qu'on appelle un seuil de pauvreté qui est tout simplement une donnée statistique. Hein. Le seuil de plus, à partir du moment où les gens ont de plus en plus d'argent, notamment où les personnes âgées ne sont plus dans la misère, le seuil de pauvreté augmente, et du coup, les plus jeunes qui ont beau avoir un niveau de vie supérieur à celui de leurs parents quand ils avaient le même âge, eux se trouvent statistiquement, mécaniquement, au-dessous du seuil de pauvreté. En fait, ce qui est important, c'est quand même la disparition, la quasi-disparition hein, de cette misère des vieillards telle qu'elle a existé jusqu'aux années 70. Ben, toujours est-il que il n'y a pas un régime pour l'ensemble de la population, et ce que l'on appelle le régime général concerne les salariés. Alors, on a les risques, les salariés, donc avec tous les risques traditionnels, donc les maladies professionnelles et les accidents du travail, en sachant que dans la législation sociale, depuis la fin du XIXe siècle, il y avait une particulière attention justement pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. Attention, je ne dis pas que tout allait bien à partir de ce moment-là et voire même que tout va bien aujourd'hui. Je connais très bien la ville du Havre et le groupe social des deux caires du Havre. Il ne parle pas de silicose aujourd'hui, mais beaucoup. Il y a eu un taux de décès extrêmement important lié à l'amiante. Parmi les deux caires aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils ont travaillé
milieu de poussière d'amiante. Pendant des années, il n'y a eu aucune protection qui a été faite. Et aujourd'hui, ils ont le plus grand mal à faire reconnaître comme maladie professionnelle le fait d'avoir une maladie qui souvent est fatale et qui est liée à leur travail. Donc, je ne dis pas qu'on est que tout allait très bien à partir de la fin du 19e siècle dans ce domaine-là, mais au moins, c'est pris en compte les maladies professionnelles et les accidents du travail, avec notamment une originalité dans le domaine des accidents du travail, avec la loi de 1998, qui rend le patron responsable d'un accident du travail, sauf s'il prouve que le salarié a fait une faute. Donc là, on a un petit peu l'inversion de la preuve par rapport à la législation antérieure. Maladie professionnelle du travail, la maternité aussi, la maladie, l'invalidité, la vieillesse. Vous voyez que là, la question des retraites est liée aussi à la question du reste de la sécurité sociale. Alors, il a été aussi prévu d'intégrer les tests d'allocation familiale au moment des discussions pour la mise en place de la sécurité sociale. Finalement, ça ne s'est pas fait et ça a correspondu à d'autres organismes. Alors, cette sécurité sociale, elle est alimentée par des cotisations. Alors, des cotisations des travailleurs. C'est ce que nous disait Parodi tout à l'heure, quand il disait que ça peut concerner soit les travailleurs, soit l'ensemble de population encore plus large. En fait, il faisait référence à deux systèmes, celui qu'on appelle le système bismarckien, tout simplement parce qu'il a été instauré à la fin du 19e siècle en Allemagne, et qui est un type de retraite basé sur des cotisations. Et un système qu'on appelle le système beveridgien, du nom d'un parlementaire britannique qui a fait un rapport à ce propos justement pendant la guerre, et qui lui fait reposer les systèmes de protection sociale sur l'impôt. Donc vous voyez que les deux, c'est à ça que faisait allusion Parodi. Vous remarquez qu'il ne cite pas, il ne les cite pas, le choix qui sera fait finalement sera celui de faire un petit peu comme les Allemands, et en 45-46, ça ne se disait pas trop qu'on devait faire comme les Allemands. Alors, ça signifie que nous cotisons. Nous cotisons chaque fois que nous avons un salaire. Il y a deux types de cotisations. Ce qu'on appelle notre cotisation, cotisation du travailleur, et puis ce qu'on appelle la cotisation patronale. Alors, très souvent, enfin, en tout cas moi, je me pose la question de mon salaire, je pense à ce que je touche à la fin du mois, c'est-à-dire à mon salaire net. En fait, on peut aussi évoquer le salaire brut, c'est ce qui est marqué dans ton livre de fiche de paye, où il y a les cotisations plus le salaire net. Et en fait, notre vrai salaire, c'est ce que, d'ailleurs, c'est compris, conçu comme tel par le patronat, qui, dans la comptabilité d'une entreprise, il y a une rubrique qui s'appelle quelque chose comme salaire super brut, super étant l'abréviation de supérieur, dans laquelle il y a à la fois les cotisations, le salaire qu'on touche, nos cotisations, la cotisation du travailleur et la cotisation patronale. Et l'ensemble de cela, c'est ce que l'on appelle, ce qu'on peut appeler un salaire différé, c'est-à-dire que les cotisations, ce n'est pas de l'argent qu'on touche tout de suite, mais dans le cas de la retraite, c'est l'argent qu'on touche une fois qu'on sera retraité pour le travail que l'on a fait pendant cette vie active. Alors, vous savez, le gros, enfin, à mon sens, un des gros problèmes de ce qu'ils appellent les réformes des retraites, qui en fait consiste à donner moins d'argent aux gens qui ont des pensions, c'est qu'en fait, c'est quand même une sorte de rupture de contrat. C'est-à-dire que quand on paye notre cotisation, on nous dit vous allez avoir tel temps de retraite, et puis finalement, finalement on a moins, on dit il faut pousser 2 ans de plus, peut-être en plus, etc. Donc là, il y a une sorte de rupture de contrat
il y a aussi toute une dimension morale à l'intérieur de la société de ce que signifient ces prestations sociales. Alors, j'insiste aussi sur l'utilisation du terme cotisation. On cotise pour justement avoir une retraite parce que l'on ne travaille plus, pour être pris en charge lorsque l'on a des problèmes de santé, pour ce genre de choses, qui ne sont pas des charges, au contraire. Hein. Quand on nous parle de charges des entreprises, c'est un langage idéologique. Une charge, un fardeau, ça pèse, non, ça ne pèse pas. Au contraire, c'est ce qui permet aux gens de vivre, vous avez vu les graphiques, plus longtemps. Bien. Alors, ces lois qui instaurent la sécurité sociale ont énormément marqué le pays, la population. Et alors, c'est intéressant parce que ça a été, on a une sorte de... Il y a eu un peu une sorte de guerre des mémoires, hein, puisque je vous ai cité tout à l'heure le ministre gaulliste Alexandre Baroudy, il y a un autre ministre, qui est à droite, le ministre communiste, Ambroise Croizat, qui est aussi, qui a été l'autre grand fondateur de la sécurité sociale. Donc, guerre des mémoires, parce qu'en effet, on voit à quel point c'était important pour l'ensemble de la société. Et aussi bien les gaullistes que les communistes pourraient se dire, se sont dit, justement, se sont réclamés de cet héritage. Alors, les gaullistes, c'est un peu plus compliqué, parce que je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils s'en réclament trop, enfin, il y a trop de gaullisme en France, hein, mais même à longtemps, ils ne se sont plus vraiment réclamés. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pour les 70 ans de la sécurité sociale, donc il y a 2 ans, ce terme a été émis et on a non pas Parodie, mais Pierre Larocque, qui était un haut fonctionnaire, qui en effet, directeur général de la sécurité sociale, il a joué comme fonctionnaire un rôle important. Et c'était une manière aussi de mettre en avant sa mémoire, hein, parce que quand on lit un petit peu tout ce qui s'est écrit sur l'histoire de la sécurité sociale, c'est vraiment Larocque qui est perçu comme en étant le promoteur. Le fait de mettre en avant sa mémoire, c'est aussi une manière de mettre en avant l'action de l'administration française. Or, je crois que les groupes politiques, la réflexion de ces groupes a en effet joué un rôle extrêmement important. Alors, réflexion notamment dans la résistance. Hein. Il y a eu avant, quelques années avant, était prévu dans le programme du Conseil national de la résistance un plan complet de sécurité sociale, c'est le terme qui est employé, plan complet de sécurité sociale, avec parmi les mesures à appliquer dès la libération du territoire. C'était prévu sur le plan social, le droit du travail, le droit au recours, etc. Un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l'État. Et alors là, on a autre chose qui est intéressante, gestion par les intéressés et l'État. Et là, les intéressés, ce sont les représentants des assurés sociaux. Et c'est-à-dire, dans un premier temps, puisque les assurés sociaux, elles sont les travailleurs, dans un premier temps, ce sont les représentants des travailleurs, donc les organisations syndicales. Et dès 1945-46,
la sécurité sociale est administrée justement par un organisme qui est composé de représentants à la fois des pouvoirs publics et des travailleurs. Et un rôle éminent de la CGT. Alors, CGT à l'époque qui était, il n'y avait pas encore eu de scission, on y viendra très vite. Après, il y avait une toute petite CFTC, donc la CGT c'était vraiment le grand syndicat du monde du travail. Hein. Il n'y avait pas la situation de division syndicale que l'on connaît depuis, qu'on connaît en tout cas aujourd'hui, mais depuis pratiquement les lendemains de cette époque, hein, depuis la fin des années 40. Alors, la CGT s'est d'autant plus impliquée dans la gestion de la sécurité sociale que ça lui permettait de montrer justement que les ouvriers avaient la capacité de gérer. Parce que, et c'est une des raisons aussi pour laquelle ont été mis en avant des gens comme Pierre Larocque, des hauts fonctionnaires, et aussi cherchait vraiment à une sorte de mépris de classe qui permettait aussi de délégitimer l'action syndicale et justement dans le cadre de cette sécurité sociale. Alors, les principes, je ne vais pas vous répéter ce qu'a dit tout à l'heure Parodi, la justice sociale, la subsistance, oui, les gens continuent à vivre, et puis aussi la décence. Donc, on a une dimension symbolique qui est extrêmement importante, et qui va beaucoup plus large, qui est beaucoup plus large d'ailleurs que simplement ce qui passe par le monde du travail. Là, on a une volonté justement d'élargissement à l'ensemble de la population. Là, je vais vous citer un historien, Pierre Bouzan-Vallon, qui a pas mal travaillé sur ce sujet, qui explique justement à ce propos le principe universaliste a été historiquement au cœur de la conception civique et nationale de la sécurité sociale. Alors, conception nationale, oui, là, forcément, les caisses sont au niveau de la nation. Alors là, on a un changement d'échelle, peut-être on a un changement d'échelle de la solidarité. Je parlerai tout à l'heure de l'hôpital. L'échelle de la solidarité hospitalière, c'est l'échelle de la municipalité. Et là, on est à l'échelle de la nation. Alors, il n'empêche qu'on est quand même dans un cadre beaucoup plus large. Cette réflexion au niveau national, on va bientôt célébrer dans quelques semaines le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'article 22 de cette Déclaration universelle des droits de l'homme énonce « Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale. Elle est fondée à obtenir de la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au développement de sa personnalité grâce à l'effort national et à la coopération internationale compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. » Voilà. Alors, au niveau national, on va se poser la question maintenant, parce qu'au niveau national, c'est au niveau des États. On connaît tous l'expression de l'État-providence. Alors, c'est une expression que l'on peut critiquer, parce que la providence, c'est la providence divine, par exemple, c'est le hasard, on ne sait pas trop d'où ça vient, et un sociologue qui a un des meilleurs, c'est un des ouvrages de base sur le thème de la protection sociale, ou même sur le thème de la société dans les pays industrialisés depuis la fin du 19e siècle. Robert Castel, donc, lui préfère parler, explique, je ne vais pas dire l'État-providence, ce n'est pas la providence, mais c'est vraiment nos cotisations dans le cadre d'État
démocratique. Et lui, il préfère parler d'État social. Alors, depuis le début de la sécurité sociale, il y a eu, l'État a continué à intervenir dans le cadre de la planification, les plans réguliers. Le plan de 62, par exemple, s'appelait le quatrième plan, s'appelait plan de développement économique et social. Les trois précédents, c'était plan de développement économique, donc plein d'autres choses. Le sixième plan, lui date de 70 pour la période de Sculpion, 75, est important aussi pour tout ce qui est hospitalisation, qui prend tout cela en compte. Bon, autre modification, les ordonnances de 1967. Des ordonnances qui font qu'il n'y a plus la gestion par l'État et les représentants des assurés sociaux, mais une gestion dite paritaire avec l'État, les représentants du patronat et les représentants des travailleurs, des cotisants, c'est-à-dire les organisations syndicales. Vous voyez la parité qui existe. Les trois acteurs, et il y a généralement deux acteurs qui sont du même côté, l'État et le patronat. Donc là, ça a été un moment important avec des luttes sociales assez fortes contre ces ordonnances. Et en 1968, le pouvoir, c'était toujours Pompidou qui était Premier ministre, pour lui, il pouvait céder sur beaucoup de choses, ce qu'il a fait en 1968, mais pas sur les ordonnances sur la sécurité sociale. Alors, autre chose, un autre acteur qui apparaît, c'est le trou de la Sécu. C'est un thème qui est relativement nouveau. Il date de la fin des années 70, où on explique, en effet, le trou de la Sécu, ce qui est une métaphore de comptabilité qui correspond, qui est quand même complètement artificielle et qui a pour but d'étayer justement un discours idéologique en disant qu'il faut consacrer de moins en moins d'argent à la santé dans le cadre justement, dans ce cadre socialisé de la sécurité sociale. Même qui nous parle du trou de la Sécu, par ailleurs, on développe en effet l'industrie pharmaceutique qui, elle, se fait énormément d'argent, justement. C'est une des industries les plus rentables, et puis on sait aussi que ce qu'on appelle maintenant l'or gris, ce marché des personnes âgées avec les maisons de retraite, qu'on appelle les EHPAD maintenant, qui donne lieu à une spéculation entre un certain nombre de grands groupes. Je ne vais pas tous vous les citer, parce qu'en plus ils changent de nom sans arrêt. Le dernier qui est important, c'est Corian. Bien. Voilà. Alors, c'est dans ce cadre-là que se développe justement l'histoire de l'hôpital. Alors, l'histoire de l'hôpital, d'abord, l'hôpital, ça n'a pas toujours été un endroit où l'on soigne. Hôpital, ça vient du latin hôtesse, qui veut dire hôte, et l'hôpital, c'est là où l'on accueille quelqu'un. L'hôpital, hospice ou hôtel, ça a au début la même signification. Et là, par exemple, j'ai trouvé dans un sympathique petit village de Vaucluse une rue de l'hôpital, tout simplement parce que là, il y avait un hôtel où l'on accueillait les pèlerins. Les pèlerins, on n'est pas très loin d'une ville papale, très loin de la ville. Alors, les choses ont un peu changé au XVIIe siècle, avec notamment la construction de grands établissements pour accueillir les populations déshéritées. Alors, on a ici
la Salpêtrière, que vous reconnaissez sans doute. On est au bout de Paris, on est à côté de la campagne. Hein. Enfin, on est même hors de Paris. Ah, là, à l'époque où c'était construit, c'était pas dans Paris. Et on est au milieu de la campagne. Et vous avez de l'autre côté de Paris exactement la même chose pour les vieux soldats. Hein. Tout ça, ça s'est fait sous Louis XIV. Ici, c'est pour les hérités. Et sous Louis XIV, et les Invalides, c'était pour les vieux soldats. Hein. Donc là, on a un hôpital qui accueille et qui prend de plus en plus en charge les pauvres. On est plus dans une situation d'accueil, d'hébergement, d'assistance, que véritablement dans une situation de soins. Pour une bonne raison, hein, les soins ne sont pas efficaces, la médecine n'est pas véritablement efficace. Il faudra vraiment attendre le 19e siècle et surtout le 20e pour qu'elle le soit tout à fait. Alors, la Révolution française arrive, je vais assez vite, hein, puisque quelques instants du Moyen-Âge, à Louis XIV et à la Révolution française, mais la Révolution française correspond à une réflexion justement sur l'assistance, une réflexion dans le cadre justement de toute la pensée antérieure des Lumières, et avec notamment une question qui est celle du lieu où doit être prodiguée l'assistance. Et ça peut être à domicile ou ça peut être dans un établissement. Le choix qui a été fait sous l'Ancien Régime, avec la Salpêtrière, c'est que l'assistance soit prodiguée dans un établissement. Avec la Révolution française, elle se fait à domicile. Alors, donc c'est un tableau de Greuze qui est, c'est pas forcément une bonne idée de prendre ce tableau, puisque cette personne qui est en train de mourir à domicile, entourée des siens, elle est plutôt d'un groupe social relativement favorisé, hein, qui lui justement échappait à l'hôpital. L'hôpital était pour les pauvres, hein, avec seule exception à la fin du XIXe siècle, justement les ouvriers qui étaient victimes d'accidents du travail. Ils étaient pris en charge à l'hôpital, mais justement pour des raisons qui étaient liées à la prise en charge. Alors, c'est pas donc, le choix est fait en effet plutôt de privilégier, pendant quelques années, hein, de privilégier l'assistance à domicile. Ça n'empêche pas qu'il y a une réflexion extrêmement forte à l'intérieur du monde hospitalier et aussi du monde médical qui commence un petit peu à s'installer, à opérer dans les hôpitaux, mais c'est relativement récent. Hein. À la Salpêtrière, il y a vraiment un médecin que depuis la fin de l'Ancien Régime, juste avant la Révolution. Même si on peut trouver des médecins bien avant dans d'autres hôpitaux. Hein. L'exemple que j'aime beaucoup citer, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Rabelais qui était médecin à l'Hôtel-Dieu. Sauf que j'aurais très bien soigné par Rabelais, j'ai pu le dire, et puis surtout il n'était jamais là à l'Hôtel-Dieu. Hein, c'était une manière, c'était une sorte de prénom pour lui, parce qu'il faisait partie du clergé. Là, c'est différent avec Pinel, qui est un aliéniste, c'est un petit peu les aliénistes, le terme qui était utilisé pour les psychiatres à l'époque, et qui justement, Pinel, il y a toute une. Enfin, c'est un mythe, le mythe de Pinel. C'est pas parce que je dis mythe que c'est faux, hein. Mais simplement, c'est resté comme fondateur justement de toute de ce que peut être de ce qu'a pu être la psychiatrie ensuite, c'est celui de la libération des aliénés. Alors, vous avez à gauche de Pinel, à droite de Pinel, une femme dont les chaînes ont été brisées. Betty, elle est à ses pieds. Au pied de Pinel, vous voyez, à
à droite, à ses pieds, une femme dont les chaînes ont été brisées. Pinel est censé avoir brisé les chaînes des aliénés, qui étaient enchaînés, bien. Avec toute une réflexion justement qui commence à prendre en compte le fou, l'aliéné, comme quelqu'un qu'il faut soigner. Hein. Faisons attention à tous les discours qu'on peut entendre sur le bon temps de l'Ancien Régime où les fous étaient intégrés dans la société. C'est pas vrai. Hein. Tous ces discours nostalgiques qui ne correspondent à aucune réalité. Les fous étaient des gens qui souffraient énormément, d'une part du fait de leur folie, et puis d'autre part aussi de la place qui leur était donnée par la société. Et là, on a justement la libération des aliénés. Alors, avec une petite... cette statue est quelque peu fallacieuse parce qu'en fait, c'est une aliénée, c'est une femme qui a été libérée. Or, on est en effet devant l'hospice de la Salpêtrière, qui était l'hospice des femmes, et Pinel était, lui, à l'hospice des hommes, à Bicêtre. Mais, il n'empêche, on a ça à l'entrée de la Salpêtrière. Vous voyez, c'est un message de la statue date des années 1880, mais c'est un message de libération, d'humanisme, qui est à l'entrée de cet hôpital. Alors, la Troisième République, elle multiplie les hôpitaux. Alors là, j'ai pris l'hôpital de Tenon. Bon, ce sont des démarches qui existaient déjà. La Rivoisière date du siècle précédent. Tenon, lui, a été construit au XIXe siècle. Tenon, dans le 20e arrondissement, qui est derrière la mairie du 20e arrondissement. Et quand je dis derrière, si vous regardez sur un plan de Paris, vous avez une sorte de triangle avec la place de l'État, la mairie, le soir, et l'hôpital derrière. Et là, c'était construit en plein dans le quartier, dans l'arrondissement ouvrier. D'ailleurs, Tenon a été, au début, Tenon, on y soignait avant tout des tuberculeux. C'est-à-dire, c'était vraiment la maladie des pauvres, la maladie des ouvriers, qui était soignée dans cet hôpital. Qui aujourd'hui, d'ailleurs, en termes de pneumologie, est un des... je vais intervenir est aujourd'hui un des hôpitaux les plus spécialisés dans tout ce qui est pneumologie. Bien. Alors, ces hôpitaux, ces hôpitaux se construisent dans le cadre de politiques sociales qui sont faites au niveau des municipalités. Et très souvent, d'ailleurs, ça correspond à des innovations architecturales, mais qui recoupent les progrès de la médecine. Là, ici, vous avez une photographie aérienne de l'hôpital Grange Blanche à Lyon, qui a été construit dans les années 1900, dans les années 1900, puis qui a ouvert dans les années 1930. Vous voyez qu'on a une suite de pavillons. Cela permettait d'isoler les malades, d'isoler les maladies, avec une sorte d'obsession de la contagion à ce moment-là. Et tous ces pavillons étaient reliés par des souterrains. Alors, on est dans l'entre-deux-guerres et le bâtiment que vous voyez en haut à gauche, qui est coupé et dont on voit qu'il est du même style, c'est la faculté de médecine. Ce qui signifie que dans l'entre-deux-guerres, on pense déjà à construire une faculté de médecine à côté de l'hôpital. C'était pas forcément évident. Pensez à la faculté de médecine de Paris, qui a ouvert en 1900, dans les années 1930 aussi, et qui se trouve actuellement à Saint-Germain, qui se trouve depuis l'origine à Saint-Germain.
Voilà, c'était pas cette volonté de lier la formation des médecins à l'hôpital, elle n'est pas forcément généralisée, mais on en a déjà les prémices. Alors, le grand changement, c'est dans les années 40, l'ouverture à tous de l'hôpital. L'hôpital, depuis l'origine, surtout depuis Louis XIV, puis la Salpêtrière, c'était surtout pour les pauvres, pour les accueillir, pour qu'ils ne meurent pas tout seuls dans la rue. Auparavant, c'était en effet là où on accueillait les voyageurs. Là, on a un hôpital qui commence à se médicaliser, avec une médecine qui est de plus en plus efficace. À partir de 1940, de 1941, mais ça correspond à des débats qui ont eu lieu dans les années 1930. On se posait la question de qui peut aller à l'hôpital. Est-ce qu'il y a que les plus pauvres? À l'hôpital, on commence à être bien soigné. Ou est-ce que tout le monde peut y aller? Avec, vous imaginez les discours sur les gens qui ont de l'argent, ils vont profiter de cet endroit où on va les soigner gratuitement alors qu'ils n'ont pas besoin qu'on leur fasse la charité. La question ne se pose plus à partir du moment où tout le monde cotise pour la sécurité sociale. Vous voyez, ce n'est pas la même chose que ce qui se passait auparavant. Toujours est-il qu'à partir des années 40, l'hôpital est ouvert à tous, l'hôpital public, dans un premier temps, les hôpitaux municipaux. Les hôpitaux publics municipaux sont ouverts à tous. Alors, je reviendrai dans quelques instants justement sur les patients, mais à tous, ça ne signifie pas que dans un premier temps, tout le monde, même les plus riches, veulent être soignés à l'hôpital. Alors, les grands changements ensuite dans l'histoire de l'hôpital, c'est à la fois les progrès constants de la médecine, et donc l'efficacité de l'hôpital, le fait aussi qu'à partir de des débuts de la 5e République, la fin des années 50, il y a deux secteurs qui se développent en France de manière considérable, en gros entre 50 et la fin des années 70, la fin des années 50 et la fin des années 70, c'est l'hôpital et l'enseignement. On recrute des infirmières et on recrute des profs. On construit des hôpitaux et on construit des collèges. Des collèges et des lycées. Ça, c'est aussi, alors ça signifie aussi que, je reviendrai tout à l'heure un peu sur le personnel hospitalier, mais les effectifs des infirmières, entre les années 50 et les années 80, sont multipliés par plus de 10. Multipliés par plus de 10. Bien. Alors, autre changement, au début de la 5e République, toutes ces choses-là sont préparées auparavant. C'est toutes des réflexions qui ont été menées notamment lors de la 3e République, puis ensuite beaucoup dans la résistance. Dans ce corps extrêmement porteur qui était celui, entre autres, de la rédaction du programme du Conseil national de la résistance. Alors, il y a une grande réforme à la fois de l'hôpital et de l'enseignement médical. Je projette une photographie d'un médecin, Robert Debré, donc il a donné son nom à cette réforme. Alors, c'est une réforme qui fait qu'il y a toujours à l'hôpital constamment des médecins, pas des apprentis, des médecins, des docteurs de médecine. C'est ce qu'on appelle le temps plein universitaire. Les professeurs à l'université sont aussi, les professeurs de médecine, dans les facultés de médecine, sont aussi des praticiens hospitaliers. Tous les étudiants en médecine font à partir de la 4e année des stages à l'hôpital. Auparavant, je vous ai parlé des apprentis qui étaient toujours là en permanence, c'était
qu'on appelle les internes, parce qu'ils y habitaient, hein, internes. Puis il y avait aussi d'autres apprentis, mais qui eux aussi avaient réussi un concours très rare, très sélectif, qu'on appelait les externes, à partir de la loi de Bré, c'est des ordonnances, c'est encore des ordonnances. À partir des ordonnances qui ont mis en place la réforme d'Order de Bré, tous les médecins, donc je l'ai dit, tous les étudiants en médecine font des stages à l'hôpital. Ce qui est intéressant, c'est que ça a quand même fin 58, ça fait quoi? Ça fait 60 ans. Ça fait 60 ans. Il n'y a plus d'externes à l'hôpital depuis 60 ans. Théoriquement, ce sont des étudiants hospitaliers. On continue à utiliser le terme d'externe à l'hôpital. Si vous êtes arrivé d'être hospitalisé, vous avez dû voir quelqu'un qui a dû vous poser des questions que vous avez déjà posées 2 ou 3 fois. Et il s'est présenté comme externe, mais tout le monde dit qu'il est externe, et en fait, non, ça n'existe plus depuis 60 ans. Bien. Ça, c'est pour vous dire qu'il y a une certaine inertie. Alors, la dernière chose sur le développement de l'hôpital, en fait, c'est que parallèlement, sont mis en place, depuis que les hôpitaux commencent à être efficaces médicalement, 3 types de structures. Les structures, je laisse de côté la psychiatrie, c'est autre chose, c'est des structures départementales, mais pour les hôpitaux généraux, 3 types de structures. L'hôpital public, qui était l'hôpital municipal, et c'est la raison pour laquelle les hôpitaux, le conseil d'administration des hôpitaux a longtemps été présidé par, et l'est très souvent encore aujourd'hui, même si aujourd'hui c'est plus dans la loi depuis une dizaine d'années, mais il a longtemps été obligatoirement présidé par le maire de la ville. L'hôpital municipal public, depuis la réforme de Bré, certains de ces hôpitaux sont des centres hospitaliers universitaires, des CHU, là où il y a des facultés de médecine, et les autres sont des centres hospitaliers tout court. Il y a aussi 2 types d'hôpitaux privés. Alors les hôpitaux à but lucratif, on appelle souvent les cliniques. Les cliniques, il y en a certaines justement qui ne sont pas à but lucratif. Donc ceux qui permettent justement à des actionnaires de s'enrichir. Et puis, 3e type d'hôpital, de structure hospitalière, des hôpitaux privés qui ne permettent pas à des actionnaires de s'enrichir. Ça peut être soit, ça peut être des fondations religieuses. Alors, il y a Saint-Joseph par ici. Des Saint-Joseph, il y en a dans toutes les grandes villes. Saint-Joseph, donc les hôpitaux religieux, il y a la fondation Rothschild, il y a ici et là les cliniques protestantes. Ça peut être mutualiste aussi. Alors, les cliniques n'ont pas toujours été comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'actionnaire qui décide dans la clinique. Longtemps, en fait, la clinique était, en quelque sorte, l'instrument de travail du médecin. Les cliniques appartenaient au médecin, ça a pratiquement jusqu'aux années 50, 60, à partir des années 70, c'est 1970, ça c'est plus vraiment le cas. Mais dans un premier temps, c'était vraiment une petite clinique. Alors, les médecins, qui étaient des notables, qui étaient beaucoup plus des notables qu'ils ne le sont aujourd'hui. Alors, les acteurs, je vous ai déjà parlé d'un certain nombre d'acteurs. Premier acteur, le patient. Alors, le patient, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, ça a été un pauvre, et puis ça l'est de moins en moins. Alors, bon, je vous fais un petit peu c'est pour ça que j'avais choisi le tableau de Greuze tout à l'heure. Là, c'est une scène du Guépard, le film de Visconti, où le Guépard Lancaster en train de regarder ce tableau qui représente au milieu de sa famille le décès d'une personne âgée, du patriarche de la famille, et il est en train d'imaginer sa mort. Il est en train d'imaginer ce qui va lui arriver. Ça, c'est en Italie et c'est aussi, mais
c'est la situation du 19e, voire du début, voire de la première moitié du 20e. Mais de plus en plus, on décède à l'hôpital. Et à partir, je vous ai dit que dans un premier temps, au début de la sécurité sociale, l'hôpital ouvert à tous, c'est un peu largement l'hôpital pour les pauvres. Très souvent, mais jusqu'aux années 60, 70, les patients préféraient aller en clinique en se disant qu'ils allaient être mieux soignés, avec toujours le truc que quand on paye, on en a plus pour son argent. Hein. Ça marche peut-être chez le psychanalyste, mais à l'hôpital, ça ne marche pas. Aujourd'hui, c'est l'ensemble de la population qui est soignée dans les hôpitaux, et c'est pas nouveau. Hein. Dès les années 70, il y a des études qui ont été faites par des sociologues et des économistes. Dès les années 70, les groupes sociaux les plus privilégiés sont soignés dans les hôpitaux, pas n'importe quel hôpital, dans les CHU. Donc voilà, les acteurs, c'est un peu ce que je vous disais, j'ai commencé avec ça, appelé la photo de l'ironiste, les acteurs, ce choix, les choix des acteurs peuvent aussi expliquer parfois l'objectif. Alors les élus, je vous en ai parlé, des élus qui peuvent être parfois un peu mégalomanes, puisque l'hôpital Édouard Herriot, c'est l'hôpital Branche Blanche que je vous ai fait voir par une vue aérienne, l'hôpital Branche Blanche s'est appelé dès les années 1930 hôpital Édouard Herriot. Or, Édouard Herriot, en 1953, il est resté, c'est-à-dire qu'il était maire à ce moment-là, il a donné son nom à l'hôpital. Et c'est quand même significatif, justement, de ce rôle des élus. Alors, on sait aussi que l'influence des élus est loin d'être secondaire. Hein. Ouais, je pourrais vous citer beaucoup de centres hospitaliers qui sont devenus CHU parce qu'un maire était ministre de la Santé, parce que le maire d'Athènes était ministre de la Santé. On sait aussi qu'au moment les fermetures d'hôpitaux aujourd'hui sont des véritables catastrophes, pas seulement sanitaires. Je ne sais pas si ce sont des catastrophes sanitaires, mais je sais que ce sont des catastrophes économiques pour les petites vies auxquelles ça arrive. Et les premiers à se battre, justement, contre ces fermetures, ce sont les maires. Ils savent très bien qu'ils sont perçus comme étant encore un peu responsables, justement, de l'hôpital public. Alors, les élus. Il y a aussi le personnel administratif et de plus en plus les directeurs. Alors là, c'est une photo de la fin du siècle dernier, on voit l'hôpital Tenon. On voit qu'on a à la fois un personnel, on a le garde, qui est uniforme. Vous avez aussi une femme, c'est intéressant, une femme qui est la surveillante en chef de l'hôpital Tenon, qui fait partie donc de l'équipe administrative. Ça, c'est quelque chose qui est relativement récent dans les hôpitaux depuis à peu près un quart de siècle. Il y a des soignants ce qu'on appelle les directeurs des soins dans l'équipe de direction de l'hôpital, alors que ce n'était pas le cas auparavant. Là aussi, l'État a longtemps joué et joue encore un rôle important dans la formation des directeurs des hôpitaux. À l'époque, justement, de la mise en place des CHU, les CHU, à peu près au même moment, est créée sur le modèle de l'ENA, une école nationale de la santé publique, qui est installée à Rennes. Là, vous avez les CHU. Alors, elle est installée à la campagne. C'est créé un peu sur le modèle de la création de
oui, je ne veux pas vous en dire plus parce que sinon on va rentrer dans l'histoire de famille. L'ENA a été en gros créé par le fils de Robert Debré. Donc c'est plutôt le modèle de l'ENA, de Michel Debré, que celui de son père, pour la réforme des études hospitalières. Donc là, on a l'État qui intervient, qui continue d'intervenir, mais avec quand même des politiques qui sont impulsées et qui sont de plus en plus, comment dire, bon. Il y a maintenant, dans des directions d'hôpitaux, des gens qui ont fait des écoles de commerce. Auparavant, c'était des juristes. Donc on a une évolution, dans un premier temps, c'était des juristes. Ça a été beaucoup des sciences, en fait, des gens qui sortaient des instituts d'études politiques. Et de plus en plus, maintenant, des gens qui sortent véritablement d'écoles de commerce à la direction d'hôpitaux publics. Et c'est vrai qu'il arrivait d'avoir une discussion avec des jeunes directeurs d'hôpital qui étaient. Je me demandais, je ne comprenais pas que ces gens-là étaient directeurs d'hôpital. Hein. Ce n'était pas du tout la même mentalité que celle que pouvaient avoir leurs prédécesseurs qui sortaient de. Oui, en effet, qui étaient juristes, qui avaient fait cette formation. Voilà. Qui parlent en critères de rentabilité, mais qui y croient véritablement. Bien. Alors, bien sûr, les médecins, je n'insiste pas, j'en ai un petit peu parlé. Là, c'est quand même, c'est la fameuse leçon de Charcot. Charcot, fin du 19e siècle, médecin à la Salpêtrière. Là, on voit aussi quand même dans les hôpitaux déjà. Dans les hôpitaux, déjà, cette volonté d'enseignement. Hein, là, il enseigne à ses jeunes confrères. Certains de ces jeunes confrères, d'ailleurs, deviendront célèbres, hein, puisque parmi les élèves de Charcot, il y a eu un jeune étudiant autrichien. Alors, bien sûr, le personnel, je vous ai dit tout à l'heure que les effectifs avaient été multipliés par 10 en 2 décennies, en 3 décennies. Le personnel roi de l'hôpital, c'est quand même l'infirmerie. Alors, des gens qui sont qualifiés, qui depuis depuis le début du siècle dernier, suivent une formation de 2 ans, une formation sélective à l'entrée, d'un bon niveau, mais des gens qui étaient recrutés au niveau du certificat d'études avant la guerre 14, au niveau du brevet après la Deuxième Guerre mondiale, et depuis 1972, de plus en plus au niveau du bac. On sait que c'est sur cette... c'est justement sur la revendication du maintien, un recrutement à un bon niveau, donc du maintien de la qualification, qu'a eu lieu le mouvement, un des mouvements sociaux les plus importants de la fin du 19e siècle, du 20e siècle en France, en 1988, et puis avec un petit remake en 91, le mouvement des infirmières. Un des rares mouvements, enfin le seul mouvement professionnel de ces années-là qui a été véritablement, qui a gagné, puisque ils ont vu notamment leur niveau de salaire augmenter. C'est le groupe social des infirmières hospitalières est le seul groupe de fonctionnaires dont le niveau de vie n'a pas baissé à cette période. Je m'en réjouis d'autant plus que mon épouse est infirmière. Alors, ce qui est intéressant aussi, et puis j'arriverai là, c'est que au moment de ce mouvement social,
Le principal slogan, celui qui avait le plus de succès, alors c'est vrai que ça rimait, c'était ni bonne, ni nonne, ni conne. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en 1988, au moment de ce slogan, la qualification d'infirmière s'est complètement construite contre ces deux éléments de leur passé. Ni nonne. Alors là, c'est des sorts de Sainte-Marthe à l'hôpital d'Autun. Des religieuses hospitalières, il y en avait presque plus en 88, plutôt par extinction naturelle, parce que c'est vraiment un déclin des vocations. Ni bonne, ça nous renvoie à ce qu'étaient les infirmières au début, enfin dans la préforme de la qualification, dans les années 1860-1870, on disait, il y avait les deux mots à l'hôpital, il y avait bien la même chose, infirmière et servante, ou infirmier et servante. Ni nonne, ni bonne, elles sont plus ni l'un ni l'autre. Et ni conne, là on a, alors, avec, c'est une manière un peu humoristique de dire, justement, ils insistent sur le fait qu'elles ont une qualification. Et que, justement, c'est là-dessus qu'elles appuient leur identité. Voilà, on va rester là. Vous voulez pas faire tout ça? On prend 3 questions, ça vous va? Très bien. Monsieur, je voulais savoir ce que c'est exactement qui est derrière les fondations. Une fondation. Oui. Bonjour et merci pour cet exposé. J'aurais deux questions à vous poser, l'une politique, l'autre financière. La question politique porte sur les rapports entre Ambroise Croizat et Alexandre Parodi. Il se trouve, vous le savez sans doute, que tout près d'ici, rue Daguerre, une plaque signale la maison habitée par Ambroise Croizat, ministre ouvrier. Et un certain nombre de témoignages laissent entendre qu'on l'a laissé injustement dans l'ombre par rapport à des techniciens comme le ministre Alexandre Parodi ou d'autres fonctionnaires. Alors, je voulais savoir quelle est votre opinion sur ce point, et notamment sur l'action qu'il a pu avoir au cœur du Comité national de la résistance. La seconde question sera plus brève, elle est d'ordre financier. Est-il exact que la moitié des dépenses de santé qui nous sont consacrées correspondent à la dernière année de notre vie? Moi, ce n'est pas une question, c'est un complément d'information que je voulais vous dire tout à l'heure. Il y a deux ouvrages qui ne sont peut-être pas dans la bibliographie, qui sont parus et qui développent plus abondamment évidemment que l'exposé, ce qu'on a pu entendre. C'est la guerre du travail entre 1930 et 1950. Oui, c'est celui que je... Voilà, dont les citations sont extraites. Et puis le travail en France, à partir de 1950, qui permettrait d'enrichir ce que tu viens de dire. Bon, d'abord, qui crée une fondation? Les gens qui ont de l'argent pour créer une fondation. Ils versent un capital et avec ce capital, donc en partie, il peut y avoir, grâce à ce capital, des équipements qui sont construits et le reste du capital est placé et les intérêts du capital permettent de faire fonctionner cette institution. Mais de plus en plus, les fondations aujourd'hui
fondations en France. Et dans le domaine de la santé, enfin, ce sont ont des budgets assez complexes, hein, qui prennent un petit peu tout en compte, et notamment les remboursements par la sécurité sociale. Aujourd'hui, aucune fondation, aucune clinique mutualiste ne pourrait vivre sans la sécurité sociale. Et les mutuelles, aujourd'hui, complètent la sécurité sociale, hein, donc ça fait partie d'un ensemble. Très souvent, d'ailleurs, dans certains cas, Amgen par exemple, notre mutuelle nous sert aussi de caisse primaire. Pour les fondations, c'est un peu la même chose. Alors, Ambroise Croizat et le CNR, d'une part, dans cet excellent ouvrage, un chapitre est consacré au CNR. Alors, les rapports entre Parodi et Croizat, en fait, je crois que jusqu'en 1947, entre la plupart, entre les différents ministres, enfin, entre les ministres, notamment gaullistes et socialistes, gaullistes, socialistes et communistes, il y avait plutôt des bons rapports, parce qu'ils étaient en train de construire la même chose. Alors, l'histoire du CNR, il y a un certain nombre de représentants, il y a des représentants des syndicats, des représentants des partis aussi. Ça nous éloigne en fait de la question de la mémoire. La question de la mémoire, en fait, elle appelle une réponse, c'est qui porte cette mémoire, qui ensuite a porté la mémoire de Parodi. Parodi est pas forcément, en tout cas là, en 2015, on ne voit pas Parodi, hein, on voit Larocque, je l'ai dit. Larocque, c'est une manière aussi. Alors c'est une manière aussi, sous la 4ème République, à un moment où les gaullistes et les communistes ne sont pas en odeur de sainteté, mettre en avant Larocque, c'est écarter Croizat et Parodi. Et on voit que Croizat, sa mémoire a continué à être portée, celle de Parodi beaucoup moins. Parodi, on le connaît aussi beaucoup, mais comme pour les classifications, professionnelles, voilà, les conventions collectives. Enfin, c'est intéressant de voir comment on connaît les noms. À part ça, Parodi, ça vous dit peut-être quelque chose. Je crois que c'est Paul Meurice qui joue. Paul Meurice qui joue dans Paris Brutil, le personnage de Parodi. Parodi était le représentant du gouvernement, représentant à Paris du gouvernement provisoire de la République française. C'est lui qui ça a tellement vexé von Scholtitz, qui le rappelle dans ses mémoires. Parodi a refusé, alors qu'il était prisonnier des Allemands, il a refusé de serrer la main de Scholtitz. Bon, la dernière année, alors, oui, d'abord, ça dépend pour qui, ça dépend comment. C'est au moment où on est le plus malade, qu'on a le plus besoin de soins. Moi, j'ai envie de vous répondre un petit peu comme je vais rappeler que je vais travailler sur les cheminots, par une blague de cheminot, c'est-à-dire quand il y a un accident ferroviaire, c'est dans le dernier wagon qui a le plus de blessés, donc il faut supprimer le dernier wagon. Attention, c'est un petit peu dangereux l'image. Ça pourrait ouvrir un autre débat. Moi, je voulais juste rappeler, monsieur, que jusqu'à la guerre, les malades mentaux, les handicapés étaient relevés du ministre de l'Intérieur. Et que ça explique aussi pourquoi ils n'ont pas été pris en compte directement par la sécurité sociale. Ça a été fait seulement en 1956. Et voilà pourquoi ça a pris tellement de retard, on peut expliquer ça, la prise en charge en particulier du handicap. Ça a été dramatique pour un grand nombre de personnes handicapées. Ça a pris tellement de retard et aussi on peut comprendre que ça a été développé à ce moment-là, 56, on
charge, mais de handicap, de maladie, mais aussi, je crois, que pendant tout ce temps, entre 46 et 56, il y a eu, par exemple, les agriculteurs, je crois, qui n'étaient pas encore, ils ont plusieurs années été pris en charge par la sécurité sociale. Et donc, on était dans les grandes longueurs, ça a permis d'ouvrir à de nouvelles catégories et de malades et de personnes, de travailleurs. Et ce qui explique aussi que il y a eu de nouvelles professions parmi les infirmières. Par exemple, il y a eu, je crois que le psychiatre, ça n'existait pas le terme, la spécialisation n'existait pas auparavant. Il y a eu de nouvelles professions, c'est important aussi, hein, de nouvelles professions qui relevaient du handicap, par exemple les orthophonistes ou autre chose, et puis les éducateurs spécialisés, enfin, tous ces personnels nouveaux qui ont été formés à partir de ce moment-là, où ça a commencé à être bien, très très bien, compte tenu des prélèvements de plus en plus importants liés au 30 jours de vie. Et puis, je voulais juste ajouter aussi que vous parliez du trou de la sécurité sociale, c'est que dans ce grand mouvement de prise en charge par la sécurité sociale, ça a été très très vite, d'une certaine façon, et que je crois savoir que, quand on parle du trou de la sécurité sociale, il y a eu en 1973, justement, un rapport qui a été demandé parce que c'était parti tellement vite qu'il y avait pas de contrôle. Donc, c'était demandé justement à des gestionnaires, puisque auparavant c'était plus du domaine du droit, de la médecine. Et là, tout à coup, on s'est rendu compte que peut-être il fallait faire appel à des gestionnaires, et de plus en plus, vous parlez de la formation des directeurs hospitaliers, de plus en plus, effectivement, jusqu'à présent, on voit, ça a été demandé qu'il fallait une orientation plus vers la gestion des directeurs hospitaliers. Oui, bonsoir. Ma question va être très courte, mais elle vient à pic juste derrière celle-là. Dans les deux modèles de financement dont vous avez parlé au tout début, qui est le bismarckien basé sur les cotisations, donc avec gestion paritaire, etc., et l'autre qui est basé sur l'impôt, plutôt d'origine anglaise, est-ce que parmi ces deux modèles de collecte des fonds, donc de gestion des fonds, sans parler de leur distribution, il y en a un qui est plus apte à pouvoir pallier les inégalités socio-professionnelles et notamment celles qui sont liées à la santé, parmi ces deux modèles? Le bismarckien et le anglais basé sur l'impôt. Non, ça ne fait rien. Pour continuer et arriver plus aujourd'hui, quelles sont les conséquences de la tarification à l'acte sur l'égalité, sur la santé, sur la réduction des inégalités, etc. Alors, vous n'avez pas posé de question, mais je vais quand même répondre. Les malades mentaux, je crois qu'il y a, d'une part, ils étaient pris en charge par les départements, avec parfois, donc c'est la raison pour laquelle il y a un hôpital, il y avait un hôpital psychiatrique par département, sauf que souvent, parfois, l'hôpital du département était dans un autre département. Mais c'est vrai que c'était un type de, alors, à la fois un type de fonctionnement assez particulier, un type de financement aussi, bon, disons que c'était, mais ça ne coûtait pas si cher que ça. Hein. Je vous ai dit que les hôpitaux publics, ils étaient pris en charge par les municipalités qui n'avaient pas énormément de moyens. En tout cas, ça n'a rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui.
y compris parce que le personnel était très mal payé. Dans les hôpitaux psychiatriques, c'est encore pire. Le personnel n'était pas formé. Il a fallu attendre pratiquement l'après-guerre pour que se généralise la formation du personnel des hôpitaux psychiatriques. Et puis, il y avait autre chose aussi, c'est que vous faites, comment dire, j'aurais, avant-guerre, ou même dans les années 50, j'aurais eu la carrure pour être infirmier psychiatrique. Dans les années 70-80, il n'en était plus obligatoire. Tout simplement parce que depuis, alors, ce qui a été appelé la camisole chimique, sur le moment, c'était une critique, c'était pour dire que c'était pas bien, sauf que c'était quand même, enfin, les gens qui disent ça n'ont jamais vu des crises. Oui, enfin, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, la manière de traiter les maladies mentales, ce qu'on appelle la maladie mentale, a changé. Elle a changé avec notamment un arsenal thérapeutique relativement efficace, mais qui ne fait pas non plus des miracles. La question aussi, c'est intéressant parce que ça nous ramène à ce qu'est la médecine. La question de la psychiatrie, c'est-à-dire, longtemps on parlait d'aliénistes, à l'époque de Pinel. On a parlé de psychiatre, en fait, au moment où ont été mises en place les chaires de médecine, à la fin du 19e siècle, c'était des chaires de neuropsychiatrie, avec longtemps des gens qui étaient plutôt neurologues, voire plutôt psychiatres, rarement les deux. Ça a été, je crois que c'est assez récent, c'est à la fin dans les deux dernières décennies du XXe siècle, que la psychiatrie est devenue une discipline à part. Ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, avec tous les progrès qui sont faits en neurologie, notamment du fait de l'imagerie médicale, de plus en plus, les psychiatres s'intéressent à la neurologie. Voilà, autre chose aussi. Puisque vous avez parlé des handicapés, c'est en effet dans les années 60-70 que se développe ce qu'on appelle la rééducation fonctionnelle. Mais tout simplement parce que les gens qui sont dans les hôpitaux ou les centres de rééducation fonctionnelle n'avaient pas survécu quelques années auparavant. Des gens qui étaient notamment des blessés médulaires, notamment l'épinière, beaucoup n'auraient pas survécu. C'est aussi le moment où un certain nombre de médecins ont pris en charge, se sont préoccupés justement, je pense à des gens comme Pierre Delors, comme Henri Gabriel, se sont occupés de de ces malades, de ces handicapés. Le terme, je ne sais pas, enfin, je sais pas depuis quand on utilise de manière courante le terme handicapé. Je pense qu'il y aura une histoire du mot écrit, une histoire du mot handicapé. Mais c'est le moment où, en effet, des médecins ont commencé à s'y intéresser. Mais ils s'y sont intéressés aussi parce qu'ils avaient les moyens thérapeutiques. Quelqu'un qui est paralysé, quelqu'un qui n'aurait pas survécu il y a quelques décennies, tout simplement parce qu'on n'avait pas des matelas qui empêchaient sa peau de nécroser, enfin d'avoir des escales. Voilà, il n'aurait pas survécu. Il aurait eu des infections urinaires. Tous les progrès de la médecine sont arrivés à ce moment-là. Ils sont arrivés à ce moment-là où il y avait aussi de l'argent, parce que ça coûte cher, un centre de rééducation fonctionnelle. C'est aussi arrivé à un moment où il y avait des bâtiments disponibles. C'était un peu la fin de la tuberculose, donc la fin des sanatoriums. Et un certain nombre de sanatoriums sont devenus des centres de rééducation fonctionnelle. Alors, sur les économies, le trou de la Sécu, moi j'ai parlé du succès
du trou de la Sécu, mais du succès médiatique de ce qu'on appelle le trou de la Sécu. Hein, en fait, je vous parlais tout à l'heure des 1967 des ordonnances qui ont fait que la gestion entre les organisations syndicales ouvrières et l'État uniquement, c'était terminé. En fait, il y avait véritablement une volonté de faire des économies. Et c'est d'ailleurs ce qu'expliquait le ministre de la Santé publique, Jean-Michel Jeannet. Il y a une interview que vous pouvez voir, je crois qu'il est à l'INA et en ligne, c'est une interview sur le site de l'INA, de Jean-Michel Jeannet, et il dit justement voilà, toutes les économies qu'on va faire, parce que quand même, la santé, ça coûte de l'argent. Donc c'est pas nouveau, ça c'est assez ancien. Il existe quand même, a été mise en place une comptabilité hospitalière spécifique, justement au début des 30 Glorieuses. C'est un terme que je n'aime pas, parce qu'en fait on a eu une période de reconstruction très dure qui a pratiquement duré une quinzaine d'années, et puis après en effet il y a eu un déploiement. Je vous ai parlé de la 5e République qui construit des écoles, qui construit des collèges, des lycées et des hôpitaux. Oui, parce qu'on avait reconstruit entre-temps, mais auparavant c'était pas si glorieux que ça, en tout cas pour les gens qui bossaient. Donc, le fait qu'il y ait quand même qu'il y ait eu des juristes auparavant, c'était des gens qui avaient une certaine rigueur, une certaine distance par rapport à certains discours qui pouvaient être tenus. Et puis moi, là, je pense à quelqu'un qui s'appelait Maurice Rochex, qui était un des créateurs de la Société d'histoire des hôpitaux, et qui avait fait sa thèse sur justement l'histoire économique des hôpitaux. Et sa thèse, il l'avait faite, je crois qu'il l'avait faite dans les années, au début des années 50. Je me rappelle avoir discuté avec lui, il m'avait raconté, même s'il avait besoin de s'excuser, qu'il était trop jeune pour ne pas avoir été résistant. Et donc du coup, vous voyez à quel âge il a fait sa thèse. Et c'était sur l'histoire économique des hôpitaux. Bon, qui est complètement dépassé aujourd'hui. Voilà, je n'ai rien oublié. Ah si, il y a des questions. Il y a des questions qui n'ont pas su répondre. Non, en tout cas, en gros, il a fait la tarification, il a été 2 heures de question. D'accord, oui. Alors, donc, le modèle de financement, je n'en sais rien. S'il y en avait un qui était à l'évidence plus efficace, vous êtes très limitatif. Oui, parce que je pense que les deux se sont faits, les deux se font. Après, ça dépend de ce qu'on fait de cet argent. Donc, ce que l'on voit, c'est la légitimité. Dans un premier temps, c'est la légitimité du travailleur, et dans un deuxième temps, c'est la légitimité du contribuable. Enfin, dans un deuxième temps, je veux dire, dans le temps des Phrygiens, si vous préférez. C'est-à-dire, si c'est l'impôt qui finance la santé, c'est la légitimité du contribuable. Donc, on est déjà un petit peu dans ce schéma, ça veut dire donc que logiquement, c'est aux parlementaires de décider du budget de la sécurité sociale. Voilà. Sinon, l'efficacité, je vous dis, ça dépend de ce qu'on en fait. Alors, la tarification à l'activité, là, c'est un peu le problème des historiens, c'est qu'ils ne croient pas à grand-chose. Moi, j'ai vu, alors pour l'hôpital, le paiement, on appelle ça le prix de journée, où les hôpitaux étaient financés par
était financé par les sécurités sociales en fonction du nombre de journées d'hospitalisation. Hein? C'est-à-dire, si vous avez 15 personnes qui restent 10 jours à l'hôpital, ça vous fait 150 journées. Ce qui signifie, par exemple, dans certains hôpitaux, on parlait de centres de rééducation fonctionnelle tout à l'heure, un exemple que je connais bien, à la fin des années 70 et dans les années, jusqu'à tant qu'existait le prix de journée. Dans les centres de rééducation fonctionnelle, les patients étaient hospitalisés et il fallait ce qu'on appelait toujours une permission pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Et le fait de rentrer chez eux, ça leur faisait le plus grand bien. Hein, quand c'était bien encadré, psychologiquement, même si, bon, d'accord, des primes quand ils rentraient le dimanche soir, mais psychologiquement, et puis y compris pour les progrès qu'ils pouvaient faire en termes de rééducation, puisque ça va un petit peu ensemble. Ces années-là, les médecins donnaient des permissions du vendredi soir au dimanche soir. Ce qui voulait dire que le vendredi, prix de journée, ils y étaient, prix de journée. Ils arrivaient le dimanche soir, prix de journée. Ça faisait une journée pour laquelle l'hôpital n'était pas payé. Les directions, dans plusieurs centres de rééducation fonctionnelle, ont fait pression sur les médecins pour qu'ils donnent les permissions à partir du samedi matin. Donc, vendredi à l'hôpital, samedi à l'hôpital, dimanche à l'hôpital, bingo. Et alors, moi, les seules permissions que j'ai connues, c'est quand j'étais militaire, je savais bien faire la différence entre une permission de 3 jours et une permission de 2 jours. Là, c'était la même chose. Hein. Ça a été dramatique pour un certain nombre de personnes, hein. Ce trafic comptable. Alors, ensuite, c'est passé au budget global. Le budget global, ça signifie que l'établissement avait un budget en fonction de l'activité qu'il devait avoir. Alors comme en plus ça s'est passé au moment où s'est développé l'épidémie de sida, ça a été encore plus évident que ça posait des problèmes. Hein. Prévoir les problèmes de santé d'une population, c'est pas si évident que cela. Et alors après, on est passé à la tarification. Alors ça s'appelle ça T2A parce que maintenant, on vient de mettre 2 fois la même lettre dans les initiales, ça fait moderne. Donc, tarification A d'activité, c'est un retour au prix de journée. Alors, avec aussi un certain nombre de biais, que j'arrive à voir aussi là-dedans. Oui, on voit bien dans les petites villes de province, où il y a une offre hospitalière relativement restreinte, avec en gros, je vais prendre l'exemple de Cavaillon, un hôpital et une clinique. L'hôpital qui fait tout ce qui demande du personnel, demande du matériel et rapporte peu. Et tout ce qui est imagerie cérébrale, vite fait, avec du matériel qui arrivait relativement vite amorti, là, il faut aller dans les cliniques. Enfin, c'est caricatural. Et vous allez à l'hôpital, on vous fait un examen, le médecin l'interprète tout de suite. Vous allez à la clinique, on vous fait un examen, le médecin fait l'examen et vous donne rendez-vous pour le lendemain, pour qu'il interprète ce qu'il a fait dans les yeux la veille. Vous voyez un petit peu là. Et là, on voit aussi les risques, parce que ça signifie aussi en termes de santé. Hein. Alors, en termes de santé, en termes d'angoisse pour les gens, parce que ça veut dire retourner à l'hôpital, quand l'hôpital est à 20 ou 40 km de chez vous, c'est pas. On voit aussi les effets, justement, les effets pervers hein, de certaines politiques financières.
une seule question, c'était est-ce qu'il existe, ou est-ce que c'est une impression d'ailleurs, une statistique sur l'évolution du temps qu'il faut pour avoir un rendez-vous? Est-ce que ça existe? C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression, est-ce que ce serait pire ou pas pire? J'ai l'impression qu'on attend sur telle spécialité, soit dans le privé, soit à l'hôpital, tant souvent plus à l'hôpital que dans le privé. Hein. Bon, est-ce qu'il y a des renseignements là-dessus? Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que ça a toujours été très long? Est-ce que c'est plus long maintenant? Est-ce qu'il y a des choses là-dessus? Moi, je suis génial. À ma connaissance, mais ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas d'études. À ma connaissance, je n'en connais pas. Je n'en connais pas. La seule chose qui est évidente, c'est qu'il y a une différence énorme entre ce que vous vivez à Paris, ce que peuvent vivre les Lyonnais, dans une moindre mesure les Marseillais, et ce qui est vécu dans le reste de la France. J'ai des amis à Vrennes qui viennent à Paris pour des consultations régulières. Pas parce que le médecin serait actuellement plus spécialisé, enfin, mais uniquement pour des histoires de délai. J'ai un autre exemple, c'est quelqu'un qui est midi, qui essayait, qui avait besoin d'un très rapide examen d'imagerie médicale. Excusez-moi, je reviens en disant très rapide parce que je pense à ce qui s'est passé. C'était au 15 du mois. Il avait l'examen dans l'hôpital de la ville la plus proche. C'était au début du mois suivant, c'est-à-dire il y en avait pour une quarantaine de jours. Il a passé un téléphone à Paris, il avait un rendez-vous à la fin de la semaine. Il a pris le TGV. Donc là, il y a des inégalités aussi de territoire. Ce sont des inégalités aussi sur lesquelles, sans arrêt, les gouvernements insistent. Hein. Et ils n'ont pas tort en disant que les jeunes médecins ne veulent pas s'installer dans tel ou tel Non, je pense que nous, voilà, parce que vous savez, on a une contrainte, et cette contrainte, c'est de partir à la nuit. Toute la maison ferme, il y a des équipes qui viennent s'assurer de la sécurité. Donc nous allons remercier notre conférencier. Et vous inviter